Dano et Olivier Nakache, s'il vous plaît, merci. Plus fort, vous pouvez les applaudir plus fort. On n'est pas venu tout seul, on est venu avec un jeune acteur qui démarre. Je vous demande d'applaudir Jonathan Cohen. Salut les moelleux. Ça va? Excusez-moi, je sors de mon lit. Exo. Exactement. Enfin, c'est provisoire, on n'en valait pas. Ça va, ça vous a plu? Ouais. Cool. On est bien heureux d'être là ce soir. Et merci de votre accueil et merci de cette belle salle pleine. Pour ceux qui travaillent au Pâté Évreux, c'est un très bel accueil. Merci beaucoup. Merci. Donc, est-ce que vous avez des questions à leur poser par rapport au film que vous venez de voir en avant-première exceptionnelle? Au moins une, s'il vous plaît. J'en demande même pas deux, une. Il est où, Poussin? Il est sur un cheval, Mousquetaire 2. Il aurait dû venir, mais il tourne un film. Ça n'arrête pas de tourner. Il en tourne 17 par an. Donc il n'est pas là, mais il vous embrasse. Et ouais. Noémie Merlan aussi, et Mathieu Amalric aussi. Bonjour. Levez-vous, comme ça on vous voit. C'est bon. Du coup, j'avais une question sur mon interprétation par rapport à la fin. Cactus, elle est morte? Elle est dans le métaverse. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Non, c'est une libre interprétation. Elle n'est pas morte. Il y a quelque chose d'onirique, mais effectivement, il y a une hésitation à comment, justement, on peut interpréter. Et peut-être que l'interprétation est libre, mais non, elle est là, mais elle se fait un peu arnaquer quand même sur l'interprétation qu'on peut donner à cette période qui a été le Covid. Et voilà, il s'en sert une dernière fois. C'est vraiment le bout de ce qu'on avait envie de raconter sur justement la façon dont on peut interpréter ce moment. Il y a quelque chose d'onirique, quelque chose d'hésitant, mais effectivement, l'interprétation est libre. Mais non, pour nous, finalement, ils finissent par danser ensemble et on va peut-être pouvoir approfondir avec pas mal de questions, mais c'est la façon dont on avait envie de finir le film, sans message, mais avec peut-être un peu de poésie. D'accord. Elle va bien, elle va bien. Ça va alors. Ouais. Par contre, Sirène est enceinte. Eh oui. Je n'avais pas eu venir, celle-là. D'autres questions? Bonsoir. En fait, j'ai une question. Pourquoi, quand vous avez lu le texte, pourquoi vous avez accepté dans ce rôle? Parce que c'est drôle. C'est vrai que j'ai pas lu, c'est ma grande erreur, hein, parce que si j'avais su, je serais pas mieux. Non, évidemment, quand j'ai lu, déjà, c'était pour moi comme une espèce de rêve de pouvoir un jour tourner avec ces deux personnes, parce que je trouve que c'est des très grands réalisateurs. Donc, déjà à la base, quand ils m'ont proposé, j'ai dit oui avant même de lire. Et puis après, j'ai lu. Et j'ai aimé on va dire, les deux thématiques du film, qui sont le surendettement, une société de consommation qui va jusqu'à la folie, et un autre groupe de gens qui sont des activistes qui cherchent justement à épurer, parce qu'ils savent que le monde court à sa perte. Donc je trouvais que ces deux thèmes étaient assez incroyables. Pour l'instant, je pense qu'ils font un peu partie des seuls à l'avoir traité de cette manière-là, en plus avec le ton de la comédie. Et puis j'aime aussi le personnage, des personnages qui sont ancrés dans une espèce d'obscurité comme ça et qui vont petit à petit vers la lumière, avec légèreté, avec qui ils sont, voilà, et qui évoluent au fur et à mesure. Donc ça, c'est le genre de film en tout cas que j'affectionne tout particulièrement, si vous voulez savoir mes goûts. Voilà.
Et le karaté, j'adore le karaté. Si un jour je peux me faire un film d'action, je suis preneur. Voilà. Eh ben, c'est super, hein. Quel kiff de vous parler. Oui, monsieur là. Bonsoir, merci pour ce film. Et ma question, c'est est-ce qu'il y a une scène que tu as préféré tourner qui t'a marqué un peu plus que les autres? Personnellement, il y a celle avec ma femme que j'ai beaucoup aimé tourner. Tu sais, avec Je te hume, tout ça, le parfum. Pas mal ça à ressortir dans les crises de couple. J'ai pas dit je t'aime, j'ai dit je te hume. Et non, j'ai aimé faire cette scène-là parce que déjà la partenaire avec laquelle je tournais est assez exceptionnelle comme actrice et voilà, c'était un rendez-vous pour moi que j'avais pas envie de louper. Et puis il y a aussi, tu vois, toutes les scènes de groupe avec les activistes qui sont des vrais activistes, hein, qui pour le coup sont sur le terrain, qui nous ont appris justement toutes les méthodes pour rester accrochés. Et je sais qu'il y a une enfin, en tout cas moi, une des scènes où on est en groupe que j'ai adoré faire, c'est celle où on empêche l'avion d'avancer. Voilà, ça c'était une scène très impressionnante à tourner parce qu'il y avait un vrai avion comme ça et je sais pas, il y avait une espèce de cohésion de groupe qui était assez exceptionnelle, avec beaucoup d'émotion. Voilà. Et la scène aussi qui a été coupée, malheureusement, la scène de baston, de karaté que j'avais proposé, qui m'ont dit non, ça n'a rien à voir avec le film. Non. Voilà. Il parle pas de la scène où il a dû se mettre tout nu. Non, alors celle-là, je l'ai vraiment pas aimé. Il n'en parle jamais. Non. Et voilà, une bougie fondue. Voilà. J'avais pas bossé le corps. Ils m'ont appelé trop tard, j'ai dit cassez-moi au moins 2 mois. Et non. Comme ça. On n'en dira pas plus. Non, pas plus. Peut-être d'autres questions. Bonsoir, merci pour le super film. Pour tourner un film aussi rigolo, quelle était l'ambiance sur le tournage? Écoutez, en fait, pour vous dire la vérité, on est très concentrés, tous, acteurs. On demande beaucoup d'implication aux gens, parce qu'il y a un dicton qui dit qu'il rit au tournage, pleure au montage. Donc on est tous très concentrés, très impliqués, mais on a une méthode avec Eric, c'est qu'on tourne ce qu'il y a décrit. On espère que ce qu'on a écrit va marcher, mais sinon ensuite on laisse un peu libre cours aux idées, d'où qu'elles puissent venir d'ailleurs, et souvent Jonathan nous proposait des choses, et c'est vrai que de temps en temps quand on a une Ferrari comme ça, ou comme Pio, on a eu des gros fous rires sur le plateau, parce que des fois il laisse aller libre cours à son imagination qu'il ne maîtrise pas du tout, ça sort comme ça, et donc on a eu des gros fous rires, mais dans l'ambiance c'est très studieux. Même entre eux, les acteurs ou... Non, alors là, non. Nous, c'est n'importe quoi. On est un peu des débiles, hein. Nous, les acteurs, et en fait, avec un partenaire comme Pio, qui est je crois que le mec le plus drôle du monde, en fait. Hein. Personne ne le sait vraiment, mais il aime la connerie, voilà. Et moi, j'adore la connerie. Et Noémie n'est pas la dernière aussi. Elle n'est pas en reste, hein, pour la connerie. Donc voilà, entre les prises, voilà, c'est connerie sur connerie. Et puis après, action, et là, connerie encore, malheureusement. On ne peut pas s'en empêcher. Est-ce que la dernière scène a été tournée vraiment pendant le confinement ou c'est une illusion du cinéma? Non, ça a été. Le film est tourné après le confinement, mais on a reconstitué Paris confiné en faisant 4 matins de suite les horaires assez matinales. Et on peut vous confirmer une chose, les Parisiens sont très sympathiques dès 5h du matin quand vous bloquez l'heure. Fidèles à leur réputation, ils sont adorables, ils disent avec plaisir, c'est un tournage. Bah attendez, avec plaisir. Donc ça klaxonnait pas, c'était pas du tout... Même un cycliste qui passait était heureux, hein, vraiment. Ouais, vraiment. Non, c'était compliqué, mais ça faisait partie du défi de cette scène, c'était de reconstituer ce film. Essaye de raconter peut-être l'endroit où on avançait comme ça avant le Covid, peut-être sans se poser de questions, avec un trop-plein de plein de choses.
Et puis ce vide et ce plein, c'est ce que raconte le film, les appartements vides qui portent plusieurs histoires, tantôt pris par les huissiers ou tantôt par volonté idéologique. Et ce plein et ce vide nous intéressaient. On a commencé, pour tout vous dire, par tourner la scène du Black Friday avec 300 figurants qui se jetaient sur les produits. Puis on a fini dans ce calme. Et c'était assez impressionnant à tourner, mais non, c'était fait bien après. Alors bonsoir, moi j'ai une question. Le cerf n'était pas là. Hein. Ici. Le cerf, on peut vous dire, on l'a laissé tranquille. C'est un faux cerf. C'est pas un faux cerf. C'est un faux cerf. Ah non, non, j'ai même pas fait gaffe, hein, je vous jure. Ah non, 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 je suis pas dans les jeux de mots, mais celui-là il m'a échappé. Et que j'ai eu des applaudissements quand même. Ah, bravo, faux cerf, excellent. Alors là, pas vu pire. Ah là là, Évreux. Merci. Tu sais comment on appelle les habitants d'Évreux? Ouais, les New-Yorkais. Ils aiment qu'on les appelle comme ça, que je dise. En vrai, c'est comment? Hébroïciens. Les Hébroïciens? Non. Vraiment? Génial. Et vous êtes content de ça? En fait, c'est stylé, ouais. Jonathan fait le malin, mais il est du coin. Il est de la Madeleine. C'est vrai. La Madeleine à côté de Saint-Joux. Pélu cheval là-bas. Et... voilà. Ah, personne ne me croit. Et vous avez bien raison. On a une question. Oui, Monsieur, oui, pardon. Alors bonsoir, déjà bravo pour le film. C'est un film qui m'a extrêmement plu. Et j'avais une question pour vous, Jonathan. Oui. Est-ce que vous êtes touché par le surendettement? Une question. Écoute, j'ai eu des soucis. Alors non, sache une chose, c'est un vrai sujet qui me touche plus particulièrement parce que quand j'étais jeune, il y a longtemps maintenant, moi j'ai eu plein de gens de ma famille qui étaient partis dans des cofidis et toutes ces merdes. Et donc j'ai vu de très très près ce qu'était le surendettement. Voilà. Donc c'est un sujet qui me touche et je comprends totalement la logique de partir dans les crédits à la conso, vu qu'on te les donne comme ça, t'as besoin de pas grand chose et tout d'un coup tu te retrouves avec des 5, 10 000, 15 000, 20 000 et tu te retrouves dans la merde très facilement et quand t'as la paye que tu touches, tu vois, c'est pas au niveau de ce que t'as emprunté. Donc en fait c'est des bordels où j'ai vu des gens vraiment assez proches rentrer là-dedans et c'est des cercles vicieux. Voilà, alors certains s'en sortent, d'autres c'est la Banque de France et toutes les merdes, donc oui, je connais le sujet, sans moi-même être parti là-dedans, mais des gens très proches, comme je te dis, que j'ai vu partir dans ces spirales. Alors je voulais te dire quelque chose d'autre aussi. Bien sûr. Je te cache pas, moi plus tard, j'aimerais être comédien. Oui. Et je voulais simplement te dire que, pour moi en tout cas, t'es un réel exemple, et encore une fois, bravo pour le film. Bah merci frérot, merci, ça me touche beaucoup, c'est adorable. Merci. Tous tes souhaits se réalisent. Voilà. Et que tu y arrives. C'est pas facile, acteur, c'est vrai. On en parle comme ça, mais c'est des métiers longs pour ceux qui veulent devenir acteurs, faut s'accrocher. Voilà. Et un jour, on a la chance, voilà, de tomber sur ces messieurs. Bonsoir, merci pour ce très bon moment. Alors c'est une question au réalisateur et puis aussi à Jonathan. Est-ce que le scénario est très très écrit ou est-ce qu'il laisse la place à des propositions? Et si oui, est-ce qu'il y a une scène dans le film qui est vraiment une proposition, qui n'était pas dans le scénario et qui émane justement des acteurs? Alors, pour être honnête, oui, c'est assez écrit parce qu'on peut être client de l'improvisation, mais le scénario, c'est vraiment un plan qu'il faut suivre parce que sinon on peut partir en digression, mais on ne s'interdit pas quand on a été dans les cas précédents. Il y a toujours eu un partenaire avec lequel on sent qu'on peut peut-être dérailler un peu ensemble. Jonathan en fait partie. La scène qui me vient à l'esprit, c'est la scène devant le juge, où à un moment, on a fait beaucoup de textes écrits, puis à un moment, il a proposé de raconter cette histoire de tumeur avec son Doliprane. Et c'est vrai que dans ces cas-là, c'est vrai que ça va tellement bien au personnage qu'effectivement on garde. Et puis après, des fois, on cherche ensemble. J'ai un souvenir où quand Pio ouvre la porte et qu'il a sa coupe de cheveux magnifique, que vous avez dû découvrir, on a cherché beaucoup. Avant de trouver Jacouille ou Angela Merkel, etc. Mais on se motive entre les prises, et c'est vrai qu'il y a eu souvent des
des très bonnes propositions. Mais Et même c'est la fin a été changée pour moi. Oui, la fin a été changée, puis même, il y a une musique qu'on cherche absolument. On pense beaucoup à la salle de cinéma. Est-ce que ça va rire? Est-ce que ça va vous plaire? Et on cherche beaucoup, par exemple, la scène de « tu peux donner ce que tu veux entre 0 et 5 euros ». Ben ça, on en a fait énormément. On a trouvé la bonne musique. Ouais, je vais te donner 0. Ouais. C'est sa musique à lui. Donc c'est comme ça, Mais c'est vraiment un avec, échange. La fin, c'était pas prévu comme ça. La fin, alors voilà, la fin, c'est un bon exemple d'improvisation. On sent qu'avec Sirène, il se passe quelque chose, bon, pas dans la vie, mais à l'image. À l'image, en tout cas, qu'il y a un vrai... Il y a quelque chose qui se passe avec ce personnage, etc. Et on n'avait pas prévu cette fin, et on l'a proposé, et on a écrit des textes ensemble pour essayer de voir comment ça pouvait finir avec, j'ai pas dit chérie, etc. On est poreux à ce qui peut se passer. Mais comme on l'a été aussi dans Nos Jours Heureux avec Joséphine Demeaux qui était arrivée et qui nous avait beaucoup plu et à qui on peut parfois donner plus. Mais voilà, c'est ouvert à l'improvisation tout en étant cadré. De toute façon, il y a le montage. Donc si jamais ça passe pas, ben, c'est pas grave. Mais avec Jonathan, on va pas se priver. Faut pas se priver dans la vie. Et puis c'est bien quand sur le plateau... En fait, c'est bien quand il y a des zones de création partout. Il y en a à l'écriture, il y en a sur le plateau, il y en a au montage, il y en a partout en fait. Et j'ai l'impression que c'est trop cool quand on se permet d'être créatif à tous les stades. Ouais. Bien sûr. Encore merci pour ce très bon moment. Merci à vous, monsieur. Merci. Alors, bonsoir. Merci encore pour ce film. Et en effet, vous nous proposez deux thèmes qui sont... Vous les proposez avec légèreté, mais c'est deux thèmes graves, le surendettement et l'avenir de la planète. Avec ce scénario et ce film, qu'attendez-vous comme réaction des spectateurs, de la critique ou autre? Ben, ce qu'on attend, c'est d'essayer de formuler une bonne question, c'est-à-dire ce qu'on se dit, c'est que, un peu à l'image de Madeleine dans le film, on est un peu sur un pont, et qu'il y a un monde derrière nous et un monde devant. Le monde de derrière, c'est celui dans lequel on a grandi, c'est-à-dire c'est un monde où la consommation n'était pas tabou. On a grandi avec l'idée qu'accumuler, c'était presque un signe de réussite et de respect des années. En tout cas, nous, on est cinquantenaires, c'était ça dans les années 80-90. Et puis, on se rend compte que, on a des enfants, on a une autre génération qui arrive et qui nous demande justement si ce qu'on a fait est un peu recevable et malheureusement, les choses ne s'effacent pas avec un Tipex comme dans le film. Et c'est des questions qu'on se pose et qu'on partage avec le public. Ce qu'on attend, en vérité, c'est de poser la bonne question au cinéma. Pas d'asséner un message ou de dire voilà comment il faudrait penser, mais par contre, voilà les questions qu'il faut se poser. Et à travers ces deux thèmes et cette rencontre, la question est posée de est-ce qu'on va vivre de la même manière plus tard? Est-ce qu'on va détourner le regard sur une génération qui nous questionne sur l'avenir. Et voilà, on s'est rendu compte, si vous voulez, que dans notre génération à nous, on était hanté par le passé. C'est notre passé qui était dur. On sortait, pour certains, nos parents avaient vécu, nos grands-parents, la guerre, etc. Il y a eu des humiliations, il y a eu des atrocités, on va dire. Et on voit une génération qui est beaucoup plus inquiète par ce qui va se passer devant plutôt que ce qui se passe derrière. Et ça nous paraissait important de poser cette question-là. Et donc, ce qu'on attend, c'est que les gens passent un bon moment, mais qu'ils n'omettent pas de réfléchir à la question qu'on a posée et qu'ils puissent continuer le débat chez eux, entre parents et enfants, entre amis, que cette question-là ne soit pas complètement omise et qu'on ne fasse pas comme si on vivait dans un monde qui n'avait pas ce questionnement-là vis-à-vis de la consommation et vis-à-vis de la planète, qui est finalement le principal problème. Si vous allumez la télé, si vous lisez les journaux, il y a peu de sujets qui sont aussi importants aujourd'hui que celui de notre avenir commun. Et le fait de voir qu'aux dernières élections, il y a un chiffre qui a circulé, c'est que 80% des jeunes étaient éco-anxieux, qui ne se projetaient pas dans l'avenir, qui ne voulaient pas forcément fonder de famille, qui ne voulaient pas... C'est quand même quelque chose qu'on ne peut pas vivre à côté de ça et dire, continuons à raconter des choses que légères. Mais par contre, on l'a fait pendant 4 ans avec En Thérapie, sur les 2 saisons, à essayer de se questionner sur le psyché des uns et des autres. Et là, on voulait le faire un peu avec recul et dérision, sans omettre la question. La question reste la même. Voilà ce qu'on attend. Après, la critique, on attendra de voir comment elle voit le film, mais on espère qu'elle sera on va dire, positive. Mais elle sera comme elle sera, et on l'acceptera. C'est le jeu.
Elle a très bien parlé. Merci beaucoup. Bonsoir. J'avais une question qui n'est pas liée directement au film, mais moi je suis votre parcours depuis le début. Et je voulais savoir, vous avez travaillé 2 fois avec Omar Sy, mais plus jamais avec François Cluzet. Alors la question, est-ce qu'il était si désagréable pour ne pas avoir retravaillé avec lui? Aïe, 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 aïe. J'ai travaillé 4 fois avec lui. Oui, mais pas avec... Mais non, mais François, vous savez, après, c'est les histoires des projets. Non, on retravaillera volontiers avec François Cluzet. C'est très bien passé avec lui. Il nous a offert un rôle, un personnage incroyable de Philippe Ozodi Borgo, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Ça permet de saluer sa mémoire. Et non, pas du tout. C'est les histoires des films. Ça viendra sûrement. C'est un acteur qu'on porte très haut dans notre cœur et pour tout vous dire, on a déjeuné avec lui il n'y a pas très longtemps et on n'a pas abandonné l'idée de retravailler avec lui. D'accord. Par contre, Jonathan, c'est définitif. Ouais, non, c'est pas. Et il a mangé quoi le jour où vous avez Qu'est-ce qu'il mange, Cluzet? Ça m'intéresse moi personnellement. Un thon mi-cuit, me semble-t-il. Un thon mi-cuit? Alors qu'il n'y a plus de thon dans la mer? Et j'avais juste une toute petite dernière question. Je voulais savoir si, par contrat, vous devez porter tous les deux la barbe, parce qu'on ne vous reconnaît pas. Les gens ne savent pas qui est Eric, qui est Olivier. Donc ça, c'est pas évident pour se repérer. D'ailleurs, est-ce que c'est vraiment eux? Oui. Je présente Gilles Lelouch et Guillaume Canet. Voilà, ils ont mis des masques aux gens. Je vais vous dire, ça nous arrange bien que personne ne reconnaisse. Moi, très souvent, je suis Eric, pour ceux qui ne savent pas, très souvent, je passe une soirée avec quelqu'un, puis au bout d'une demi-heure, il me dit, t'embrasseras Eric. Et ça me fait plaisir. Et tout le monde me dit, j'adore ta sœur, parce que sa sœur est comédienne. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est Géraldine Nakache. Et j'aime bien qu'on me dise, j'adore ta sœur, parce que ma sœur est gastro-entérologue et elle fait beaucoup de coloscopie. Et je trouve que c'est toujours un plaisir que les gens apprécient ce moment intime de caméra intérieure. C'est du cinéma aussi. Nos 2 sœurs font du cinéma. Il y en a un qui est plus auteur, plus fermé. Oui, c'est vrai. Il y en a un qui est plus... C'est des personnages plus intérieurs. En tout cas. Mais il y a une certaine gémillité. Mais c'est vrai que fait avec le temps. Ça ne nous dérange pas qu'on nous confonde et c'est très régulier. Et je ne sais pas pourquoi il y a eu la barbe. Peut-être. Tu vois, il y en a un des deux qui est plus beau que l'autre quand même. Voilà, c'est vrai. Et c'est pas celui qui a sa sœur qui est comédienne. Merci. Bonsoir. Du coup, je voulais savoir quel était votre rapport par rapport justement à l'écologie et ce que vous pensiez de certaines opérations que pouvaient mener certains groupes et peut-être aussi vos actions au quotidien par rapport à cette question. Mais il va en savoir des choses, il est bien. Non, mais c'est une question qu'on nous pose régulièrement et c'est normal. Je pense que, d'abord, on ne l'a pas précisé, mais tous les figurants à silhouette et jeunes que vous voyez autour des acteurs pendant les actions, et Joe peut en témoigner, sont des gens qui sont dans les associations, notamment une association qui nous a accueillis, qui s'appelle Extinction Rébellion. Et honnêtement, au départ, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'aborde pas un sujet avec une volonté d'imposer une vision, mais ça nous intéresse forcément. Si le sujet est là, c'est qu'on y est intéressé. Je pense que pour beaucoup de gens, je ne sais pas si c'est le cas dans la salle, mais le Covid a été un peu un déclencheur. C'est-à-dire que ce moment de vide partagé, ce moment où on était un peu comme des petits enfants punis à la maison, sans voir ses amis, sans danser, sans aller au restaurant, sans consommer, a créé une introspection. Et je pense qu'on en fait partie des gens qui ont eu cette introspection, qui ont fait qu'on a été attirés aussi par ce sujet. Je me rappelle que tout le monde a parlé du monde d'après, et puis les artistes, peut-être plus que d'autres, n'aiment pas les promesses non tenues. Et donc ce monde d'après, il a été rêvé, il a été déclamé, il a été verbalisé, mais force est de constater qu'il n'est pas vraiment arrivé, et que cette question nous intéresse forcément. Après, dans le quotidien, on va dire que ça a changé des choses, mais pas par rapport au film, je pense par rapport à nos gosses, qui nous ont invectivés et qui nous ont un peu réveillés. Moi, chez moi, il y en a une particulièrement qui est assez tenue là-dessus et donc qui a un peu tout changé dans la maison. Mais c'est ce discours-là qui nous a interpellés. Et effectivement, au quotidien, je pense que la question est plus présente qu'elle ne l'était il y a quelques années. Du fait aussi, je pense qu'on a toujours pensé que c'était loin comme échéance, que ça allait arriver et que finalement, ça arrive un peu plus tôt et qu'on voit les effets, ne serait-ce qu'avec les canicules, avec les feux, avec
ce qui s'est passé avec l'eau en France il n'y a pas longtemps, que ça génère une certaine violence, donc le sujet nous a impacté. Et comme depuis le départ, on essaye de parler de ce qui nous impacte, encore une fois, sans moraliser ou sans imposer une façon de voir, mais oui, ça nous a forcément, ça nous a forcément impacté et ça nous impacte au quotidien. Voilà. Après, de là être des exemples, loin de là. Pas encore, malheureusement, pas encore. Ah, alors Joe, ton pseudo. Moi, j'ai été sur ChatGPT et c'est lui qui l'a trouvé. C'est une intelligence artificielle. Non, c'était écrit, les pseudos, bien évidemment. Si tu devais en prendre. Ah, si moi j'avais un pseudo là maintenant, là. En réalisateur. Bon, alors je me casse. Alors, bon, Moi, c'était Lolo l'ébroïcien. Lolo quoi? L'ébroïcien, d'accord. Non, j'ai pas réfléchi à mon pseudo, mais ça nous a beaucoup intéressé l'idée des pseudos parce qu'effectivement, on ne connaissait pas le nom de pas mal de gens et c'est quand ils ont été embauchés sur le film qu'on a découvert le prénom. Et leur théorie dans ces associations, c'est que le prénom, c'est une façon de juger la classe sociale, l'origine, etc. Et on trouvait ça original que personne ne connaisse le nom de personne. Mais non, j'ai pas réfléchi à mon prénom, mais je vais y réfléchir. Peut-être tu vas m'aider à un moment. Héraclion, c'est ça? Non, Phoenix. Félix, ok. Un truc simple. Félix, j'ai classe. Très bien. Oui. Et vous avez un pseudo, vous? Non. Bonsoir l'équipe, bonsoir Marc d'ailleurs. Bonsoir. Du coup, j'avais une question par rapport au chien. Est-ce que c'est de la récup ou il a été empaillé spécialement pour le film? C'est un chien qui avait une super vie avant ce tournage. Je l'ai vu courir devant mes yeux, c'était l'œil brillant et c'est de fou là. Non, évidemment, non, c'est un faux qui a été fabriqué par des spécialistes et il va très bien. Il trône dans notre bureau, il va très bien. Oui, non, Il y a c'est toujours de l'argent dans son corps. Toujours. Avec des ponts et des fenêtres. Des poils de lapin. Il a une reproduction d'un basset bleu de Gascogne. Bonsoir, merci pour ce film. Ma question s'adresse au réalisateur. Est-ce que le choix des musiques a été pensé dès l'écriture? Alors, pas tous, à part le fric c'est chic, qui est qui a été utilisé pendant l'action à la Banque de France par les militants et on trouvait que ça marchait bien. Le reste, c'est des recherches qui sont pendant l'écriture, on a des influences. Là, en l'occurrence, vous avez une bande-son qui est faite d'un groupe allemand qui s'appelle Grand Brother, qui avait fait la musique de Hors Normes. Ça, c'était pour retravailler avec eux, parce qu'ils ont un son qui nous intéresse beaucoup. Il y a aussi un groupe anglais qui s'appelle Gogo Penguin, qui fait tous les morceaux de jazz dans l'aéroport. Ça, c'est une trouvaille. On va régulièrement voir des trios de jazz, comme il y avait eu Avishai Cohen pendant le film Le Sens de la Fête. Voilà, c'est des recherches. Et après, toutes les musiques, comme The End des Doors ou Jimi Hendrix, ça arrivait pendant le montage parce qu'on trouvait que justement le côté contestataire de ces années-là marchait bien. Et après, la seule qui a été, pour répondre très précisément au début de l'écriture, c'était la valse à 1000 temps de Jacques Brel, parce que c'était exactement ce que raconte le film, cette espèce de valse des idées entre justement les deux oppositions que l'on décrit. Et puis peut-être qu'elle illustre bien aussi le fait que nous, qui sommes au milieu de ce pont, on ne sait plus très bien sur quel pied danser, qu'on valse un peu entre plusieurs façons de penser et d'existence possible dans nos vies au quotidien. Et que Jacques Brel, c'est un poète magnifique. D'ailleurs, on n'a pas pu résister à faire danser Jonathan. Ça fait partie d'ailleurs, pour répondre à une question, d'une des improvisations, c'est qu'on a fait danser Jonathan et qui danse vraiment bien. C'est ça qui était la vraie surprise. Pas mal. C'est fou quand même. Tu danses aussi bien. Tout le monde pense que je fais tout, mais mal. Ça va, je me débrouille en danse, gentiment. Il était très bon. Merci. Oui, bonsoir. En fait, c'est rigolo parce que ma question est aussi sur la musique. Moi, justement, au début, je trouvais qu'il y avait un air intouchable. Et je me demandais si vous aviez repris le même compositeur ou pas. Et puis, en deuxième question, la même chose, c'est quand vous écrivez, est-ce que la musique est écrite comme les textes, déjà, à l'avance? Oui, au scénario, vous voulez dire, on écrit en musique tout le temps, on est tout le temps curieux, en train de chercher. Maintenant, avec la technologie, on peut se balader sur des plateformes et découvrir des morceaux. On écrit en musique, oui, au scénario.
c'est écrit qu'il y aura de la musique. Après, c'est peut-être pas celle-là qu'on a écrit. Hein. Comme l'a dit Eric, Brel, c'était là au début. Puis parce qu'après, plus tôt on est sûr de nous, ensuite le montage, après, le film va nous parler pendant qu'on monte et va nous dire « Ah, cette musique que vous avez prévue, elle marche moins bien, donc on cherche. » Et plus tôt on les a, plus tôt on peut essayer d'avoir les droits, parce que c'est un long travail derrière en post-production. C'est compliqué pour ce qu'on appelle clearer les musiques. Il faut contacter les ayants droit, contacter les maisons de disques, ça prend beaucoup de temps. C'est pour ça qu'on essaye de s'y prendre le plus tôt possible. Et souvent, on ne travaille pas avec des compositeurs de musique de film, mais des groupes, comme Ludovico Einaudi pour Intouchable. Il ne faisait pas de musique de film, c'était un concertiste. Donc on a été le voir avant, pendant le tournage, après le tournage. Donc c'est un vrai travail. Pour nous, la musique, c'est aussi important qu'un des rôles principaux. C'est vraiment... Et le lien avec Intouchable, c'est au début du film, il y a une musique, je trouve que ça... On retrouve un peu une rythmique un peu pareille. Pourtant, là, c'est pas le même compositeur. Ludovico Einaudi, c'est du piano seul. Là, c'est plus de l'électro-piano. Mais il y a toujours un style commun. Peut-être pour ça. Et puis, c'était en fa. Là, vous êtes en mi, clairement. Enfin, je parle ça pour les aficionados. Mais oui, ça m'a été dit aussi. Rien à voir. Alors, moi, j'ai une question pour les 3 réalisateurs, du coup, parce que je sais que Jonathan Cohen est aussi réalisateur. Donc en fait, je voulais savoir, qu'est-ce que pour vous une bonne comédie? Vous êtes où, madame? Vous êtes là. Déjà, alors, Jonathan. Qu'est-ce qu'une bonne comédie? Alors déjà, il y a plein de types de comédies. Voilà, ils ont leur style de comédie qui leur appartient, qui est une comédie très humaine, très réaliste, avec des gens réels. Et puis il y a des comédies plus absurdes, que moi j'aime aussi défendre. Et pour le coup, ces comédies-là, c'est les jouer très sincères, très premier degré, comme par exemple, je sais pas, dans La Flamme, où Leïla, on dirait vraiment qu'elle est vraiment folle. Tu vois, l'autre, elle a vraiment un cœur de singe et on le joue à bloc, chacun a sa caractéristique. Et puis après, c'est de la rythmique. En fait, moi, j'aime les comédies où on surprend les gens, où d'un coup, la vanne explose au visage et on rit. Presque par mécanique, voilà, et moi j'aime pousser les limites de l'absurde, de la bêtise, et essayer à chaque fois de dépasser encore un petit cran d'absurde. Voilà, et ça c'est personnellement dans ma petite bulle d'univers. Moi j'apprécie à fond sa comédie, c'est pour ça qu'on l'a choisi aussi, mais nous on pense que la comédie est aussi un vecteur pour atteindre les gens, parce qu'avec le rire on ouvre quelque chose chez les gens, et ensuite il y a tout un tas d'autres choses qui passent, et les émotions peuvent être on peut être plus détendu, et puis il y a des façons de raconter des histoires qui, grâce à la comédie, atteignent le cœur, atteignent ses objectifs, et c'est une forme d'élégance dans la façon qu'on a de s'adresser au public, parce que justement on peut le surprendre, on peut l'accompagner, puis c'est un espèce de recul commun, c'est-à-dire qu'on rit parce on rit un peu de nous-mêmes, comme la tradition française le veut, comme Molière nous l'a appris, comme les Italiens de la Commedia dell'arte nous l'ont appris, c'est-à-dire c'est aussi la façon de se moquer de nous et puis de parfois dédramatiser des situations complexes. Et nous, on a souvent travaillé ce rire-là, c'est-à-dire le rire dans des moments très très compliqués, comment ça peut nous sauver et nous aérer, et nous desserrer un peu ce qui est serré en nous. Et donc c'est pour ça qu'il a raison, il y a plusieurs types de comédies, mais le point commun, et c'est vrai, c'est le rythme. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut qu'il y ait un certain nombre de rires réguliers et qu'on surprenne les gens très très rapidement. C'est pour ça que des fois on fait des projections tests et quand ça rigole pas assez, on resserre pour que voilà. C'est beaucoup de travail pour trouver le bon rythme. Pas mal comme phrase de fin. Moi, j'en ai une. Vas-y. Je vais citer Wolinski, qui dit une phrase qui fait office pour Eric et moi de mantra, c'est que l'humour, c'est le chemin le plus rapide entre un homme et un autre. Voilà, on pense que ça peut régler beaucoup de problèmes. Quand on se marre avec quelqu'un, il y a déjà des grands pas de fait. J'ai une petite question encore là. Bonsoir. Alors moi en fait c'est pas, oui c'est une petite question quand même. Je voulais savoir s'il y a possibilité que vous fassiez une photo avec ma fille, parce que j'adore et voilà. Donc je tente. Ah ben on va la faire quoi qu'il arrive. Hein. Je ne pars pas d'ici sans avoir fait cette photo. Quoi qu'il arrive. Et bien d'autres si vous voulez. Il n'y a aucun problème. Merci. Sans aucun problème, madame. Et le film était
vraiment très bien, très sympathique. Et ouais, bravo pour les vannes, franchement. Oh, vous vouliez la photo, vraiment, vous vouliez pas. J'ai senti que là, vous tiriez la ficelle d'un truc où il n'y avait rien derrière. Non, franchement, l'écran, il a bien projeté l'image. Mais il n'y a pas de souci, madame. Franchement, c'est cool. Il y aura la photo. Alors, bonsoir. Il y a quand même quelque chose de nouveau, puisque d'habitude, vous êtes plutôt... vous faites travailler des duos masculins. Donc là, vous avez une interprète, Noémie Merlan, qui porte joliment le rôle avec un côté extrême, hein, évidemment, dans le militantisme. Et je trouve que c'est assez intéressant de mettre en opposition le consumérisme, hein, contre lequel on peut effectivement être en opposition, et puis le mouvement qui paraît légitime, qui est en opposition, mais avec vraiment beaucoup de verve et beaucoup d'extrêmes. Donc je trouve ça intéressant de montrer aussi cet aspect-là du militantisme qui va jusqu'à l'outrance, comme la consommation extrême. Donc voilà, je trouve que c'était bien porté et toujours fait avec beaucoup de finesse, d'intelligence, et de la drôlerie, de l'émotion, et puis, enfin voilà, c'est juste extra comme à chaque fois, quoi. Ouais, moi, je trouve que c'était la meilleure question. Est-ce qu'on pourrait avoir un câlin ? La meilleure question. Vous voulez pas une photo, un câlin, là ? Ah oui, un câlin. Câlin et photo. Câlin et photo. En tout cas, c'était vraiment la question que j'ai trouvée la plus Je sais, intéressante. parce qu'il n'y avait même pas de point d'interrogation. Mais j'ai senti la question. Mais ceci dit, vous avez raison. Je pense que la société s'extrémise et que donc notre ressenti était de raconter justement cet antagonisme et ce paradoxe plus saillant dès la scène d'ouverture d'ailleurs, qui se passe presque en poussage physique entre deux visions de l'existence. Photo, qu'est-ce que tu peux proposer, Jonathan? Est-ce qu'il reste des questions? Je sais pas, des mouvements de karaté. Vous écoutez, monsieur. Non, bonsoir. Déjà, merci pour le film. Il était excellent. Je suis là. Et j'avais une question par rapport au titre, Une année difficile, qui fait référence à nos discours de nos présidents. Est-ce qu'il y a une version longue de ce film-là, ou est-ce qu'il y a une version où ils disent que ce sera une année facile? Alors on l'a cherché. On l'a pas trouvé. On l'a pas trouvé. Par contre, on a trouvé une année difficile, mais ça a remonté jusqu'à René Coty. Et donc on aurait pu en avoir encore un paquet, mais on s'est arrêté à Pompidou, puisque voilà, c'est nos années de naissance à peu près. On s'est dit, finalement, ça a toujours existé, mais ça nous a vraiment influencé sur le titre. Vous avez raison, c'est vraiment pour ça qu'on a eu envie de ce titre-là. Et c'est une référence à la comédie italienne, parce qu'il y a un film de Rizzi qui s'appelle Une vie difficile, qu'on est très fan de comédie italienne, qui était la comédie qui prenait vraiment en flagrant délit dans les années de plomb, qui rigolait avec les sujets graves. Donc voilà, l'hommage cinématographique et cinéphile. Super, merci beaucoup. Jonathan est un peu notre Mastroianni. Ou notre Vittorio Gassman. Vous pouvez choisir. C'est vrai, c'est pas une vanne. Ma che mozzarella di bufala. Je crois que c'était le mot de la fin, mozzarella, di bufala d'ailleurs. Bufala. Ah, il reste une question. Oui, alors c'est pas une question, c'était juste pour inviter Jonathan, puisqu'on ne connaît pas très bien la Janguille sur Évreux. Ouais, Donc, vous êtes le bienvenu pour venir la fêter avec nous bientôt. C'est bientôt, c'est en novembre, hein, la Janguille. Hein. Exactement. L'année prochaine, je serai là. Hein. Plaisir. Je vous souhaite à tous de fêter la Janguille, des bonnes tartines beurrées et un bon déguisement. Et là, on peut s'amuser. Merci. J'espère, pour paraphraser Olivier, que comme Wolinski, on a fait passer un message le plus rapide entre un homme ou une femme et la salle. En tout cas, merci très, très, vraiment du fond du cœur de votre accueil. C'était magique et on était très heureux d'être à Évreux. Merci Évreux. Au pays des Évreux, d'ailleurs. Merci Évreux. On va faire une petite... Merci. On va faire une belle photo. On a l'habitude de faire une petite vidéo où on redit où on était et puis vous montrez si vous êtes... Voilà, montrez si vous êtes là. Attention. Alors là, préparez-vous à faire du bruit, les amis. À faire du bruit. C'est pas une photo, c'est une